monsieur Henri Berkowski, c'est bien? Benkowski. Benkowski, vous êtes le coordonnateur général de la cellule diversité culturelle de la Direction générale des relations internationales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À l'aube du 10e anniversaire des accords de la Convention de la diversité culturelle, quel est le poids institutionnel de la diversité culturelle dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi plus généralement en Belgique? Alors, pour faire le point... Et le poids aussi, quel est le poids institutionnel? Parce que c'est une petite structure. Oui, mais petite peut-être en chiffres, mais pas seulement, mais pas en réalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Le poids de l'exception culturelle, c'est aussi le fait que, en même temps que la France, la partie francophone, pour l'appeler comme ça, la côté française qu'aujourd'hui on appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles, a lancé le premier cri d'alarme en 1993. C'était Elio Di Rupo, alors ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, et le maire de Mons, qui va accueillir Mons 2015, qui accueille en ce moment Mons 2015, qui lance ce cri d'alarme donc en disant on quitte le système du GATT, l'accord général sur le commerce et les tarifs, on passe à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et on se rend compte que le système de l'OMC n'aime pas trop les exceptions. C'est un système de commerce international dont nos économies ont besoin, et donc on ne va pas trop autoriser les exceptions, ni agricoles, ni culturelles. On verra très rapidement ensuite, et notamment en 1999, lors de la conférence des ministres à Seattle, que l'exception agricole passera, parce que les enjeux humains, sociaux et financiers sont colossaux, et il n'y aura pas d'exception culturelle. Donc, en tous les cas, dans les pays francophones, mais c'est vrai aussi hors de la francophonie, dans les pays francophones comme le nôtre, l'exception culturelle reste un poids politique très important, à tel point d'ailleurs que nos collègues et nos amis flamands nous suivent, puisque quand il s'est agi de ratifier la convention de l'UNESCO de 2005, c'est la Belgique qui a ratifié, c'est-à-dire tous ces éléments. Donc, même si c'est la partie francophone du pays qui porte ce dossier très très fortement, c'est un dossier belge aussi. Même si, encore une fois, je le répète, la Fédération Wallonie-Bruxelles est leader dans ce domaine, pour des raisons structurelles, culturelles, que je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant. Nos amis et compatriotes flamands ont une autre structure audiovisuelle en Flandre. Ils ne visent pas de marché extérieur, alors que nous n'existons à l'inverse que par rapport au marché extérieur de la France. Un exemple, et vous aurez vite compris, les chaînes de télévision ou de radio flamandes ne sont pas handicapées le moins du monde par les chaînes des Pays-Bas néerlandaises. Alors que nous, bien entendu, nous partageons à chaque minute de la journée, nous partageons nos parts de marché, et de manière très importante, avec les chaînes françaises de radio et de télévision. Voilà, tout de suite vous avez compris pourquoi chez nous c'est un poids extrêmement important. En 2015, donc, on va célébrer cet anniversaire de la Convention, qui a été ratifiée par 134 pays. Cependant, après une décennie, la Convention, comme les principes qui en sont à l'origine, demeure imperceptible, en tout cas à l'ensemble des citoyens. Pourquoi? Votre analyse? C'est une très bonne question. Alors, je crois qu'il y a eu un malentendu en termes de vocabulaire dès le départ. Pour rentrer dans le système onusien, lorsque effectivement nous avons échoué à Seattle, à l'OMC, à obtenir une exception culturelle dans le vocabulaire de l'OMC, c'est Jacques Chirac, président de la République, qui a voulu que l'on obtienne tout de même un résultat, et qui a proposé, ce que nous avons accepté, d'aller à l'UNESCO pour y débattre d'une convention et espérer la faire voter, ce qui est arrivé en 2005. On l'a appelé dans le vocabulaire non plus OMC, commerce, exception, on l'a appelé diversité culturelle. Il y a eu pendant de longues années un malentendu, c'est-à-dire que les débats ont porté sur ce qu'on appelle réellement la diversité des expressions culturelles. Mais alors ça nous a donné une série de débats longs, pendant des années, et au rythme de l'UNESCO, on ne peut pas se réunir tous les 8 jours, ni même toutes les 8 semaines, où on a discuté de beaucoup de sujets de la diversité culturelle, notamment par rapport aux philosophies, aux religions. On est arrivé à des débats extrêmement intéressants, mais qui n'étaient pas ce qu'on appelle, pardon en anglais, le core business de la Convention. Ce core business, c'est
reconnaître que la culture est une marchandise, mais pas comme les autres. Et deux, légitimer en droit international public le droit, je me répète, pour les États, pour les gouvernements, de soutenir et de promouvoir leur diversité culturelle, leur culture. En clair, continuer à subventionner, à subsidier, à privilégier, à donner une préférence, tous des mots qu'on n'aime pas trop dans le vocabulaire commercial, à protéger. Le mot protectionnisme n'est pas un joli mot en matière commerciale, et je peux le comprendre au niveau économique. C'était pour installer ça en droit international public, parce qu'il fallait une base juridique internationale pour permettre qu'on n'attaque pas les gouvernements qui ont envie, notamment les pays européens, de continuer à subventionner, à subsidier leur vie, leurs réalisateurs culturels. Voilà. Donc c'est exactement ce que nous voulions obtenir. Et pendant des années, je ne dirais pas qu'on a tergiversé, parce qu'on a approché des sujets passionnants, extrêmement importants, et donc cette convention est restée un petit peu en discussion philosophique. C'est pour ça qu'elle n'a pas touché les populations. Oui. Et puis il y a eu un deuxième aspect, les pays du Sud. Les pays du Sud avaient deux avantages formidables qui étaient prévus dans la convention. Le premier, c'est la création d'un fonds international pour la diversité culturelle, qui devait être financé, c'est le cas de le dire, et qui ne l'a pas été. Ah bon? Donc il l'a aujourd'hui, c'est un fonds dans lequel sont passés peut-être quelques millions de dollars ou d'euros, c'est-à-dire pas grand-chose pour ne pas dire rien, au regard de ce que les pays du Sud attendaient. Le deuxième aspect qui était une victoire théorique pour les pays du Sud, c'est ce qu'on appelle le traitement préférentiel. Vous savez que dans le système de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC, c'est l'inverse, c'est la clause de la nation la plus favorisée. Vous ne pouvez pas favoriser, sinon vous devez donner le même traitement à tout le monde. Grâce à la convention de l'UNESCO, on a droit de donner la préférence, de privilégier les pays du Sud dans les systèmes d'aide ou de soutien. Alors, ça n'a rien donné pratiquement, pour des raisons qui sont peut-être un peu longues à expliquer maintenant. En fait, pourquoi le fonds international n'a-t-il pas été convenablement subsidié? C'est parce qu'on a décidé que les fonds iraient à quelque chose que déciderait l'UNESCO. Or, pour des raisons extrêmement simples de politique budgétaire, la plupart des États, les plus généreux pourtant, ne peuvent plus, pour des raisons de restriction budgétaire, pour des raisons de logique budgétaire, ne peuvent plus contribuer à des fonds dont on ne connaît pas les destinataires. Or, c'est ce qu'on appelle les fonds fléchés. Les États aujourd'hui veulent des fonds fléchés. Ils contribuent à des fonds fléchés dont ils savent et ils ont la connaissance de la destination de cet argent. Or, le système UNESCO, ce sont des fonds non fléchés. C'est-à-dire que c'est ensuite des comités, des discussions d'UNESCO qui décident à quel projet ces fonds vont être alloués. C'est tout simplement même parfois illégal dans certains pays. Ce sont des pays privilégiés dans leur pays, ce sont des matières et des domaines privilégiés dans leur pays, et ils ne peuvent pas donner anonymement, si je puis dire, dans un fonds large ouvert. Quant au traitement préférentiel, il n'a pas fonctionné parce qu'il y a là beaucoup de problèmes. On a longtemps, trop longtemps, subsidié la production des pays du Sud, avec, comme le disait un réalisateur algérien, marocain, bien connu, on a dans les caves de l'Afrique, des pays du Sud en général, des dizaines et dizaines de films qui ne sont jamais sortis, qui ne sortiront jamais. D'abord parce qu'on ne fait même pas de circulation sud-sud, parce qu'en Europe non plus, hein, on ne pouvait pas vendre un film suédois en Espagne, et un film norvégien en Angleterre, c'est impossible. Même chose dans des régions de l'Afrique, il n'y a pas de circulation locale, sud-sud. On pourrait peut-être travailler là-dessus. Est-ce que c'est il fallait aider à autre chose, pardon de vous interrompre. Il fallait cesser d'aider à la production inutile. Et nos amis, notamment du Maghreb, nous répètent souvent, il n'y a même plus de salles de cinéma, il n'y a parfois plus d'électricité. Alors au lieu de nous envoyer de la pellicule, envoyez-nous déjà la certitude d'avoir de l'électricité, des salles de cinéma. Et surtout, la formation. J'ai souvent expliqué qu'avec des budgets 100 fois moins grands que ce que coûtent des productions inutiles qui plus est, on peut former des techniciens du son, des techniciens de l'image, des techniciens du marketing, des techniciens dans tous les domaines que nécessite la télévision, le cinéma et les nouvelles technologies, bien entendu, il faut en parler. Ça coûte 10-100 fois moins cher et au moins on peut envoyer ou renvoyer dans ces pays du Sud des professionnels qui vont automatiquement, en quelques années, augmenter le niveau concurrentiel, compétitif
de la production cinéma ou télévision des pays du Sud. Ça, on ne l'a pas fait. Voilà pourquoi, et vous avez raison de le dire, dans les pays du Sud, on est un peu dubitatif des avantages qu'on aurait pu obtenir de la Convention. Maintenant, avec le numérique, parce qu'il faut y passer tout de suite, ça ne sert à rien de s'appesantir sur le passé, le numérique accentue aujourd'hui la fracture numérique, elle est terrible. Eh bien, le paradoxe, et nous en parlerons notamment au colloque du 25 octobre à Mons, dans le cadre de Mons 2015, on dit souvent un peu simplement qu'on guérit le mal par le mal. Eh bien, c'est sans doute par le numérique qu'on arrivera paradoxalement à réduire cette fracture numérique avec les pays du Sud. Quel sera donc les thèmes, vous les avez un peu annoncés, les déclinaisons donc thématiques du colloque de Mons que vous allez coordonner? Alors, le colloque de Mons, ça a lieu dimanche 25 octobre. 25 octobre. À Mons, dimanche 25 octobre, qui est la date anniversaire de la 10e anniversaire de la Convention, en présence de Mme Bokova, la directrice générale, Mme Jean, la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, et un nombre important de personnalités du monde du cinéma, différents artistes, dont je ne peux pas encore vous donner les noms parce qu'ils n'ont pas formellement marqué leur accord, mais qui seront d'un très haut niveau, je peux vous le dire, dans le domaine audiovisuel en général et dans d'autres domaines culturels en particulier. Alors, l'idée de ce colloque, c'est de conforter ce qui est parfois mis en cause, à tort, c'est que la Convention de 2005 est véritablement valable, valide en droit et en fait dans l'ensemble du numérique. Pourquoi ? Madame Bokova, lors du forum de Chaillot organisé par nos amis français, a pris la parole devant les ministres européens et le président de la République française pour dire d'emblée la Convention de 2005 s'applique au numérique et pas seulement à l'analogique, et elle repose sur la neutralité technologique. Alors qu'est-ce que c'est que ces mots un peu barbares de neutralité technologique? Oui, je comprends. La neutralité technologique, on va le dire en d'autres mots beaucoup plus simples que ce que nous, les professionnels ou les juristes, utilisons, c'est la phrase suivante: quels que soient les tuyaux, ou les nouvelles technologies, quels que soient les tuyaux par lesquels passe un son ou une image, et a fortiori des sons et des images, c'est un contenu culturel. Peu importe le tuyau utilisé, quel que soit le support utilisé, s'il y a du son, de l'image, il y a donc de la culture. Et s'il y a de la culture, ceci bénéficie de l'exception culturelle. C'est ça la neutralité technologique. Et donc si nous pouvons conforter Madame Bokova et l'UNESCO, et nous allons le faire parce que nous avons raison de le faire. Il y a des preuves dans les textes qui établissent cela. Nous essayerons lors de ce colloque et ensuite au comité intergouvernemental de décembre à l'UNESCO et entre-temps aussi à la conférence des parties de l'UNESCO au mois de juin, de conforter ce point de vue qui est aussi celui de la France, du Canada et de la Belgique, qui est de dire ne cherchez pas à diviser pour régner. La Convention de l'UNESCO de 2005 s'applique à cette nouvelle et formidable industrie numérique. N'est-ce pas le pot de terre contre le pot de fer? Parce que quand vous évoquez l'Organisation mondiale du commerce, il y a des enjeux colossaux qui sont liés notamment aux droits d'auteur dans l'espace numérique. Quel est le poids justement du droit, même international, et validé par plus de 130 pays, face aux nouveaux conglomérats numériques comme Amazon, comme aussi le grand distributeur qui est le GAFA. Le GAFA, oui. On pourrait même l'appeler le GAFAN parce qu'on doit y ajouter Netflix. Netflix qui arrive, oui. Qui s'ajoute à Google, Amazon, Europe, Facebook, Apple. Voilà. Quel est le poids? Comment est-ce que c'est pas Alors, le poids de la convention par rapport aux enjeux qui sont ça n'est plus tout à fait d'euros. Le poids de la convention par rapport au système OMC, puisque l'OMC est en quelque sorte en léthargie pour le moment. Pourquoi? Expliquez-nous. Parce qu'il n'arrive pas à trouver d'accord sur le multilatéral. Il n'y a plus de possibilité aujourd'hui dans la crise économique depuis un certain nombre d'années. C'est peut-être dû au système actuel, c'est peut-être dû aux dirigeants de l'OMC, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On constate depuis une quinzaine d'années une léthargie de l'OMC.
parce que les accords multilatéraux Oui. sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui à trouver. Mhm. Donc, vous voyez apparaître à l'inverse, il y a Bilatéraux, une alternative, tous les accords bilatéraux. Ah, ça, les accords dits de expliquez-nous libre-échange, ceux-là, ils ont une belle vie devant eux et ils pourquoi. ont déjà Oui, une vie derrière eux. oui. Il y en a beaucoup qui sont en Oui, train parce d'être que ça a signés. été dénoncé par certains, ces accords bilatéraux qui viennent enchaîner les États et assujettir les États entre eux en fonction de leur poids spécifique. Alors, il est évident que dans les crises économiques que nous connaissons, parce que c'est au pluriel, Ouais. il serait stupide de penser qu'il ne faille pas d'accord de libre-échange. Évidemment qu'il faut faire circuler, il faut faire le commerce international, c'est un créateur d'emplois. On parle ici, notamment avec le partenariat transatlantique, on parle très sérieusement, ce n'est pas un effet de manche, on parle sérieusement de créer des millions d'emplois, on parle sérieusement d'augmenter le PIB de tous ces pays de plusieurs points, de faire reculer les seuils de pauvreté. Enfin, ne soyons pas stupides, il faut des accords de libre-échange pour faire fonctionner et mieux l'économie mondiale et l'économie de chacun de nos pays. Mais, c'est la phrase que nous ajoutons toujours, mais pas au prix de sacrifier les services audiovisuels. Et quand vous dites pot de fer contre pot de terre, ça ressemble à ça, mais François Hollande, c'est lui qui a mené le combat, il y a 1 an et demi maintenant, lorsqu'on a donné mandat à la Commission européenne de négocier le partenariat transatlantique avec les Américains, il a obtenu que soient exclus de la négociation, de la table des négociations, les services audiovisuels. Alors, c'est une victoire momentanée, puisque tout peut changer, mais dans tous les cas, il l'a obtenu. Il a invoqué le traité de Lisbonne et il a fait un travail formidable politiquement. La Belgique l'a rejoint. Et donc, on a obtenu que les services audiovisuels soient exclus de la négociation avec les Américains. Aux grandes dames de la Commission européenne, peut-être aux grandes dames de nos amis américains, dont il ne faut pas toujours faire les boucs émissaires de toutes ces discussions. L'anti-américanisme un peu primaire qui se cache derrière tout ça est insupportable. Nos amis américains ont une autre culture que la nôtre, une autre culture politique. Il n'y a pas de ministre de la culture. Oui. Alors, pardon, mais je vais vous le dire avec mes mots, certains idiots en tirent comme conclusion que s'il n'y a pas de ministre de la culture aux États-Unis, c'est donc un pays sans culture. Qu'ils aillent se promener un petit peu en Amérique et ils verront quel est le niveau de leur littérature, de leurs arts en général, de leurs musées, de leur cinéma, bien entendu. Il faut arrêter de dire des choses comme ça. Simplement, les Américains sont organisés autrement. C'est vrai qu'il n'y a pas de ministre de la culture aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de budget culture. Alors que chez nous, l'État a toujours pris fait et cause pour la culture et l'a financée. Aux États-Unis, c'est une responsabilité personnelle, ce sont des engagements personnels, ce sont des financements privés, c'est du mécénat, c'est de la défiscalisation, comme il y a chez nous un abri fiscal, ce qu'on appelle le tax shelter en Belgique par exemple, que beaucoup de gens nous envient, mais on est dans des systèmes de financement complètement différents, dans des philosophies culturelles complètement différentes. Il n'y en a pas une qui est bonne et une qui est mauvaise, il n'y en a pas une qui est fabuleuse et une qui est scandaleuse, ça n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, la Commission européenne veut avoir les mains libres pour négocier ces accords de libre-échange, extrêmement importants pour notre secteur de l'emploi, déjà pour commencer, et donc de nos échanges. Et nous ne voulons pas, et nous continuerons à nous battre pour que ce poids, pot de terre contre pot de fer, vous avez raison en partie, eh bien ce combat puisse quand même être mené pour que nos services audiovisuels ne fassent pas l'objet de libéralisation qui serait sans doute extrêmement dangereuse pour l'avenir de nos cultures et de notre cinéma, de notre télévision, avec ce que vous venez d'évoquer. Et l'exemple de Netflix en est un parmi d'autres. Que peut le citoyen lambda puisque il est peu présent dans ce combat qui le concerne pourtant, mais dont il n'est pas conscient. Que peut-il faire? Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de diversité culturelle, on a l'impression d'un combat frontal entre, d'un côté, le marché qu'on évoquait à l'instant, qui défend bec et ongle la liberté d'entreprendre, de l'autre, les créateurs coalisés et soucieux de conserver, de protéger leurs droits. Et dans cette alternative, la place des citoyens, comme je l'évoquais, est inexistante. Comment impulser? C'est un peu le travail que nous souhaitons faire, connecter en un côté le travail, enfin les enjeux au niveau du droit d'auteur et dans l'environnement numérique, et
Et aussi la conscience que peut développer le citoyen lambda qui méconnaît ces enjeux-là parce qu'il n'en est pas vraiment été informé et les créateurs n'ont pas informé, y compris aussi les institutions paragouvernementales. Alors, je pense que d'abord il faudrait cesser d'utiliser ce débat fondamental pour la culture et précisément de cesser de vendre le concept comme étant une défense de vie ou de mort contre les méchants américains qui vont nous empêcher de sortir notre cinéma, notre télévision, nos livres, notre musique, et que cet envahissement américain est une catastrophe. D'abord parce que nous choisissons ce que nous regardons au cinéma, à la télévision. J'acte que par exemple le service public de télévision français, France 2, passe de nombreuses soirées à diffuser des séries américaines. C'est pas un choix forcé avec la baïonnette sur la tête de nos amis américains, c'est un choix de la télévision française publique. Il faut cesser de faire de ce dossier un dossier entre les méchants américains qui nous envahissent et les tristes et malheureux Français ou Belges francophones qui sont envahis. Ce sont heureusement des choix personnels des citoyens. Maintenant, autre chose est, bien entendu, d'avoir des mécanismes de protection. Je sais que c'est un vilain mot en droit européen et en droit international, le protectionnisme. Eh bien oui, il faut assumer le protectionnisme parce qu'il n'est pas défensif, il n'est même pas offensif, il permet simplement d'exister à côté des productions massivement regardées et volontairement regardées par chacun d'entre nous. Il faut mettre cela en place lorsqu'on dira aux citoyens, lorsqu'on expliquera mieux aux citoyens, et notamment les coalitions qui représentent la société civile, les auteurs, et qui justement parlent de leur droit d'auteur, de la propriété intellectuelle, qui est un des risques majeurs. Si on rate le virage numérique avec la Convention, si on rate ce virage numérique, la rémunération des auteurs, qui est leur salaire, et leur droit le plus naturel à être perçu, la propriété intellectuelle, est sans doute l'enjeu majeur dont on parle trop peu. Oui, alors justement, ils viennent en Europe, certains, comme le Parti pirate européen, demandent une révision du droit d'auteur, afin de mieux refléter cette nouvelle donne, plus conforme à la démocratisation de la culture induite par les TIC. Vous évoquez les canaux tout à l'heure, l'offre et la demande, qui est la nouvelle économie du savoir. Alors, faut-il réformer le droit d'auteur ? Alors, la Société des auteurs du visuel vient de publier un livre blanc extrêmement intéressant qui reprend, j'allais dire, avec beaucoup d'honnêteté et d'objectivité, le débat. Pourquoi ? Mieux qu'un auteur perçoive 0,0001 cent sur des millions de personnes qui peuvent, via Internet, consulter votre œuvre, si elle est évidemment distribuée, diffusée légalement, plutôt que de dire on reste à l'ancien système. Puis il y a un autre problème, c'est qu'il y a la territorialité, qui était notre vieux système ancestral, et on est dans la déterritorialisation complète de l'œuvre. Voilà, aujourd'hui, on le sait bien, une œuvre peut entrer par un site en Nouvelle-Zélande, être diffusée en streaming vers l'Europe, et on s'adresse à qui le temps de faire des procès, de chercher, le droit d'auteur n'existe plus, la rémunération est perdue. Donc il faut peut-être adapter, et je répète, je pense vraiment à ce que je disais tout à l'heure pour les pays du Sud, je le pense pour la propriété intellectuelle, il faut guérir le mal par le mal. Il faut que les auteurs s'adaptent aussi à cette réalité. Comment Eh bien, c'est très simple. Enfin non, c'est très simple, pardon, ça c'est vraiment une erreur de ma part. Ça n'est pas simple du tout. Vous voyez, c'est mon enthousiasme qui me fait dire ça. C'est bien d'être enthousiaste. Voilà, quand je voulais dire c'est simple, c'est évidemment le plus difficile, au contraire, c'est changer les mentalités. Et je comprends que nos auteurs qui nous ont brillamment fait installer une culture exceptionnelle, ils aient peur. Et il y a de quoi avoir peur quand on connaît les enjeux. Aujourd'hui, par exemple, une étude franco-canadienne dont je faisais partie du comité de pilotage a dû se rendre compte que ces experts n'avaient plus accès aux chiffres, c'est-à-dire la connaissance des flux financiers, des flux fiscaux encore moins. Or, on parle de milliards de dollars ou d'euros quotidiens. Et on n'a pas la capacité aujourd'hui d'avoir les repères chiffrés, sérieux, sur tous les trafics. Quand je dis trafic, ça n'a rien de péjoratif. Les flux financiers. On ne sait pas très bien quelle est la part, on a une idée, parce qu'il y a de très bons professionnels et de très bons analystes, mais par exemple la part de publicité
qui va au support numérique par rapport au support matériel, on sait qu'évidemment, proportionnellement, elle diminue. On sait que de plus en plus, les parts d'investissement et les parts de recettes publicitaires vont vers le numérique, vers les supports qu'on appelle dématérialisés. Mais on n'a pas les chiffres exacts. Donc on ne peut pas faire des analyses précises, donc on ne peut pas faire des recommandations précises, donc on ne peut pas mesurer exactement dans quelle proportion et par quel bout, si je puis dire, prendre la réforme du droit d'auteur, parce qu'il faut pouvoir mettre dans un logiciel de calcul et de réflexion psychologique des éléments que nous ne connaissons pas. Alors c'est pas pour ça qu'il faut attendre et dire on ne fait rien parce qu'on ne sait pas tout. Il faut travailler là-dessus, il faut travailler là-dessus avec passion, il faut travailler avec rigueur. Je voudrais juste dire ceci. Dès lors que le monde culturel, qui a toujours été un peu allergique aux chiffres et au monde économique, parce qu'il a voulu se distancier de ce monde économique où seules les rentabilités comptent, ce qui n'est pas toujours le cas de la culture, et tant mieux, il faut maintenant rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut comptabiliser, calculer, rationaliser, avoir des chiffres, connaître bien ces flux financiers et ces flux fiscaux pour commencer à comprendre où est l'argent, où va l'argent, et comment on rémunère alors le droit sacré de l'auteur d'être rémunéré pour son œuvre. Et ça, aujourd'hui, et la Société des auteurs audiovisuels a sorti ce livre blanc qui est remarquablement bien fait, il donne des pistes, mais comment va-t-on faire pour matérialiser cela dans le droit international? Ça, aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et juridique de dire nous ne savons pas encore exactement comment faire. Il y a des pistes, il y a d'excellentes pistes, mais je pense que le travail n'est pas achevé, et avec le drame qui est la rapidité de réflexion, nous n'avons même plus le temps, et là, les juristes, et j'en suis témoin, nous n'avons plus le temps matériel de faire un peu comme avant. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On constatait un problème, on réfléchissait, et on publiait une loi, un arrêté, un décret. Aujourd'hui, c'est terminé. Nous ne pouvons plus nous retourner, nous, les experts qui conseillons nos ministres, nous ne pouvons plus nous retourner vers nos ministres en disant « Ah, il serait temps de prendre une loi, de voter une loi, de voter une réforme de la loi. » Ça n'est plus possible. De la même manière que nous n'avons par exemple plus de livres sur le droit. Il y a de moins en moins de livres. Le temps d'écrire un livre sur le droit d'auteur ou sur le droit audiovisuel en général, le livre est dans pleine obsolescence quand il sera publié 1 an ou 2 ans plus tard. Donc on est dans une notion, hélas, de rapidité, d'accélération exceptionnelle, extraordinaire. Il faut donc trouver de nouvelles solutions, de nouvelles manières de penser et d'agir pour réformer d'urgence ce droit de la propriété intellectuelle sans que les auteurs ne soient spoliés. C'est ça l'objectif. Par exemple, il y a un débat qui est en cours, c'est on s'est beaucoup occupé du droit du pays récepteur. On s'est beaucoup occupé du droit du pays émetteur. Alors comment allons-nous travailler maintenant? Où est-ce qu'on peut comptabiliser? Où est-ce qu'on peut le mieux calculer l'assiette, comme on dit? Alors, c'est dans le pays récepteur. C'est de savoir ici ce que vous et moi, nous pouvons aller lire, les journaux, un film, un match de football. Alors, à qui devons-nous payer les droits? En amont, en aval. Je crois que c'est sur ce problème de déterritorialisation qu'il faut travailler. Parce que c'est une réalité. Et dire que c'est regrettable, c'est vrai, mais pleurer sur ce problème-là éternellement, ça ne va pas nous aider. Et ça ne va pas aider nos auteurs à retrouver leur légitime droit de propriété intellectuelle. Je crois que c'est là que se situe la réflexion qui n'est pas tout à fait terminée aujourd'hui. Est-ce qu'elle est commencée partout? Je ne sais pas. Et puis encore une fois, les régimes sont différents. Comment va-t-on pister en quelque sorte l'utilisation? Aujourd'hui, je le répète, les nouvelles technologies vont sans doute permettre d'identifier rapidement. On a vu quand même des choses très étonnantes. Vous avez vu que le groupe U2 a confié son dernier album d'abord aux utilisateurs Apple. Parce que la somme que Bono et U2 ont dû recevoir vraisemblablement était au moins égale, si pas supérieure, aux revenus de la vente dans les circuits traditionnels. Ensuite, cette œuvre a été quand même diffusée par les canaux habituels. Mais vous vous rendez compte, dans les consommations, dans les habitudes de consommation, les choses changent. Combien d'artistes n'ont même pas essayé tout simplement de mettre directement sur Internet un nouvel album? Et comment vont-ils s'y retrouver pour rémunérer leur œuvre?
c'est en les vendant, oui, oui. soit à nouveau dans les circuits des disquaires, ce qui n'existait plus Oui. depuis un moment donné, dans les tournées mondiales, Oui. pendant de longues années, rappelez-vous, les artistes ne Oui, tournaient plus, ça ne valait pas la peine, Oui. c'était un investissement colossal, il fallait des stades Oui, de oui. football, il Mais fallait maintenant, des... ça revient. Maintenant, curieusement, le monde oui. entier, tous les jours, Oui, dans oui. toutes nos villes, Bruxelles, Paris ou ailleurs, il Oui, y a oui. des concerts, il y a toutes les plus grandes vedettes qui reviennent, qui ressortent de leur boîte. Oui, oui. Quelle est l'image que pour vous représente la diversité culturelle? C'est la dernière question. Quelle serait l'image si vous aviez à représenter la diversité culturelle pour vous, avec votre expérience, votre regard de juriste, comment Alors, vous la définiriez, comment vous la Pardon, représenteriez? c'est vous qui posez les questions, mais je vais en poser une si vous me permettez à l'inverse. Est-ce que vous parlez de ce que représente pour moi la diversité culturelle ou l'exception culturelle? La diversité culturelle. D'accord. La diversité culturelle, j'ai bien compris qu'elles étaient liées, et ça c'est un éclairage qu'on n'a pas eu jusqu'ici. Et ça, vous êtes le premier à le dire de la sorte, parce que j'avais pensé, pour tout vous dire, qu'on avait préféré, dans le discours ambiant, sur la cellule que je diversité... dirige n'est plus une cellule sur la diversité culturelle, mais sur l'exception culturelle. Pour assurer la diversité culturelle qui vous est chère, qui nous est chère, Oui. il faut que l'exception culturelle réussisse Oui, oui. et soit maintenue. Et effectivement, c'était pas dit de la sorte en général. Le Non. discours ambiant Non, Je sais bien. ne le dit pas de la Je sorte. sais bien. On laisse entendre qu'il y a eu un C'est choix pour à ça un qu'on moment a perdu donné. quelques années. Ah, c'est ça, c'est intéressant, c'est intéressant. On a perdu, il n'y a pas Oui, de oui, responsable. oui, oui. On a perdu quelques Oui, oui. années parce qu'on n'a pas compris le lien, sens oui, bien dans sûr. lequel il fallait aller. Si on assure que l'exception Oui, culturelle est bien bien respectée par tout le monde en droit international public et On en arrive pratique à la singularité. et en politique, alors la diversité culturelle a de très beaux jours Oui. devant elle. C'est entre la différence et c'est la La notion conséquence, oui, c'est ça, l'amont et l'aval. On ne peut pas se tromper de l'amont et de l'aval, Oui, oui. parce que sinon... Non, mais c'est intéressant. Bien sûr, c'est ce qu'on a fait l'impasse sur l'amont, je suppose. Hein, c'est ça. Absolument. Et donc En la diversité valorisant culturelle l'aval, a de hein. beaux jours devant elle si l'exception culturelle entre définitivement dans les mœurs juridiques et politiques et pratiques. Je pense que vraiment, il ne s'agit pas d'une mesure protectionniste, au contraire, il s'agit d'offrir au monde, c'est un peu prétentieux, d'offrir au monde les productions non américaines, parce qu'elles sont majoritaires, parce qu'elles sont très bien faites, parce qu'elles sont très aimées, c'est tout simplement pour ça, mais d'offrir ce que nous, Européens, et nous, francophones particulièrement, nous pouvons effectivement, et nous avons toujours offert à la culture littéraire, musicale, audiovisuelle. C'est un fait qui n'est pas contesté. Je rappelle quand même que beaucoup d'intellectuels et de femmes et d'hommes de l'audiovisuel américain sont tout à fait en faveur de l'exception culturelle. Hein. Il faut encore cesser ce manichéisme. Il y a beaucoup de professionnels américains qui sont en faveur de l'exception culturelle. Donc, comment assurer la présence de nos langues européennes, de nos langues, de nos productions culturelles? Il faut faire réussir l'exception culturelle, parce que si elle ne réussit pas dans les mécanismes institutionnels, parce que vous savez que la nature a horreur du vide, et que si les systèmes institutionnels ne l'autorisent pas, il y aura des procès, il y aura des conflits, et nous les perdrons, parce que là, on sera vraiment dans le pot de fer contre le pot de terre, et le droit doit exister, et il doit être conforté. Donc, nous voulons absolument que la Convention UNESCO soit respectée comme telle, c'est-à-dire que le droit de subventionner, de subsidier nos cultures soit un droit reconnu internationalement et qu'on n'en discute plus. À partir de là, on peut discuter de tout le reste. Très bien. Mais ça nous assurera une présence sur cette planète culturelle dont on a quand même pas mal besoin. Je me permettrai de terminer en vous citant une phrase de Winston Churchill que j'ai découverte sur Internet par le plus grand des hasards. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à un moment donné, les budgets britanniques s'épuisaient et quelqu'un suggère à Winston Churchill de sabrer dans un certain nombre de budgets, dont le budget de la culture. Et Winston Churchill répond: mais alors pourquoi nous battons-nous? Absolument. Belle conclusion. Merci. Voilà. Pardon de faire référence à Winston Churchill, mais je viens de découvrir cette phrase que je ne connaissais pas. Oui, c'est très juste cette phrase. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Bon.